tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Donc aujourd'hui, et je poursuis avec les vidéos sur l'UE 2.8 processus obstructif et cette fois, le questionnaire va porter sur l'accident vasculaire cérébral ischémique. Alors répondez bien aux questions et je vous retrouve tout à l'heure pour les réponses. Donc, nous allons passer en revue les questions sur l'accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, pour ces questions, je pense que le mieux, c'est que vous fassiez pause pour en prendre connaissance, ce que j'espère vous avez fait. Et donc, je vais passer à la réponse à toutes ces questions. Donc, la question 1, c'était dessiner et annoter un schéma simplifié du cœur en distinguant les côtés droit et gauche, en identifiant les différentes artères et veines vascularisant les hémisphères cérébraux. Alors, les schémas parlent d'eux-mêmes. Le mieux, c'est que vous fassiez pause pour bien identifier les légendes de ces schémas. Je mets l'accent sur l'artère coronaire primitive droite, l'artère carotide primitive gauche, sur l'artère sous-clavière gauche et la droite, bien entendu, et sur la crosse de l'aorte. Et bien entendu, insister sur les artères qui irriguent le cerveau, donc en commençant donc par la crosse de l'aorte, le tronc brachiocéphalique, les sous-clavières, la carotide, donc primitive, externe, interne, le tronc basilaire, les artères cérébrales, postérieures et moyennes, et le polygone de Willis. La question 2 demandait d'identifier les différents lobes des hémisphères cérébraux ainsi que leur rôle. Alors, là encore, le schéma est très aidant. Donc, tout d'abord, on a le lobe frontal, qui est en vert, qui, chez l'homme, est le plus grand des lobes du cerveau. Il se caractérise donc par son rôle dans le traitement des fonctions cognitives. Donc, dans les fonctions que nous rattachons de manière plus directe avec l'intelligence, la planification et la coordination des séquences de mouvements volontaires complexes. Cette partie du cortex est typique des animaux vertébrés et est particulièrement importante chez les mammifères, puisque ce groupe évolutif contient les espèces les plus intelligentes de la planète. Ensuite, nous avons le lobe pariétal qui est situé entre les lobes frontal et occipital et il est principalement responsable de traiter les informations sensorielles provenant de toutes les parties du corps, donc comme par le toucher, comme la sensation de température, de douleur, de pression, et il est capable de relier ces informations à la reconnaissance des nombres. Il permet également le contrôle des mouvements grâce à sa proximité avec les centres de planification du lobe frontal. Alors de plus, il reçoit des informations visuelles du lobe occipital et il fonctionne en créant des associations entre ce type de données et d'autres contributions d'autres régions. Le lobe occipital, alors chez l'homme, c'est le plus petit des 4 lobes principaux du cerveau et il est situé donc à l'arrière du crâne, près de la nuque. C'est la première zone du néocortex à laquelle les informations visuelles parviennent. Par conséquent, il a un rôle crucial dans la reconnaissance des objets dont la lumière est projetée sur la rétine, bien qu'à lui seul, il n'ait pas la capacité de créer des images cohérentes. Donc, ces images sont créées à partir du traitement de ces données dans des zones du cerveau appelées zones d'association visuelle. Donc, le lobe occipital envoie des informations sur la vision à d'autres lobes du cerveau via 2 canaux de communication différents. Alors, le premier de ces canaux de communication
qui va vers la zone frontale du cerveau en passant par la zone ventrale, c'est-à-dire le plus éloigné de la zone supérieure de la tête. Celui-là traite les informations sur le quoi de ce qui est vu, c'est-à-dire le contenu de ce qui est vu. Le deuxième canal, qui va vers l'avant par la zone dorsale, près de la couronne, traite le comment et où de ce qui est vu, c'est-à-dire les aspects du mouvement et de l'emplacement dans un contexte plus grand. Alors le lobe temporal, plutôt les lobes temporaux de chaque hémisphère sont situés sur les côtés du cerveau, disposés horizontalement et attachés aux tempes, d'où leur nom. Ils reçoivent des informations de nombreuses autres zones et lobes du cerveau, et leurs fonctions ont à voir avec la mémoire et la reconnaissance des formes dans les données des sens. Par conséquent, ils jouent un rôle dans la reconnaissance du visage et des voix, mais aussi dans la mémoire des mots. Ensuite, nous avons l'insula. Donc l'insula, c'est une partie du cortex qui est cachée entre le reste des lobes du cerveau. Et pour le voir, il est nécessaire de séparer les lobes temporal et pariétal l'un de l'autre. C'est pourquoi il n'est souvent pas considéré comme un simple lobe de plus. Il est rattaché aux structures en charge de permettre l'apparition des émotions. Il est très connecté à de nombreux domaines du système limbique et il est probablement responsable de la médiation entre ceux-ci et les processus cognitifs qui se déroulent dans le reste des autres lobes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, le lobe frontal, lui, se charge des mouvements complexes, mais aussi des mouvements volontaires. Il y a une petite aire qui est importante dans ce lobe frontal, c'est l'aire de Broca, qui est l'aire du langage articulé, donc qui est utile pour la parole. Ensuite, en ce qui concerne le lobe pariétal, ce qu'il faut retenir, c'est que lui, il sert à l'interprétation des sensations. Et on y trouve une zone qui est l'aire de Wernicke, qui est l'aire de compréhension du langage, et qui permet donc d'interpréter le langage. C'est une aire importante. Ensuite, dans le lobe occipital, là, il est question donc d'interprétation visuelle. On a l'aire visuelle associative et la zone du cortex visuel. Quant aux lobes temporaux, il faut retenir effectivement l'aire auditive associative et le cortex auditif primaire, et donc ce rôle important, le rôle important de ces lobes dans l'audition. C'est important de connaître ces fonctions des différents lobes des hémisphères cérébraux. Lorsque la zone est touchée, une certaine zone est touchée, eh bien ça permet de comprendre pourquoi sont associées certaines symptomatologies lors d'un accident vasculaire cérébral. Si par exemple la zone d'ischémie s'étend au lobe frontal jusqu'à l'aire du langage articulé qui est l'aire de Broca, bien entendu, on aura une aphasie de type de Broca. Si au contraire la zone d'ischémie s'étend plus au niveau du lobe occipital, on aura plus de troubles visuels. Donc dans la question 3, on nous demandait d'expliquer le mécanisme en précisant les manifestations cliniques d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Alors, comment ça marche? On va parler de physiopathologie. Lorsqu'il y a une ischémie prolongée, il y a une nécrose du parenchyme cérébral. Ça correspond donc à un infarctus cérébral. Alors, cet infarctus cérébral, il est lié à une occlusion artérielle qui est souvent d'origine multiple dans 75 à 80% des cas. Donc, cette occlusion artérielle, eh bien, elle est liée effectivement à une plaque d'athérome le plus souvent, c'est une thrombose, ou elle peut être aussi d'origine cardiaque. Et là, il s'agira d'un embole qui a occlu à un endroit, une artère qui irrigue une certaine zone cérébrale. Ça peut être aussi être lié à une anomalie pariétale des artères de petit calibre. Ça peut être le cas dans 10 à 15% des cas, ou encore un mécanisme hémodynamique dans 5 à 10% des cas aussi. Donc, la taille et la localisation de l'infarctus est fonction du siège initial de l'occlusion, mais aussi de la possibilité de suppléance artérielle fonctionnelle. Donc, on évoquera toujours un AVC devant un déficit neurologique focal de mode d'installation brutal. Le mode d'installation est important. À partir du moment où c'est brutal, on doit aussitôt penser AVC.
Et les signes cliniques, comme je le disais il y a un instant, sont fonction du territoire artériel touché. Alors on sait que dans 80% des cas, c'est le territoire carotidien qui est en cause. C'est 80% des infarctus hémisphériques. Alors ça peut être les artères sylviennes. Alors si c'est l'artère sylvienne gauche, on aura une hémiplégie, une hémianesthésie, une hémianopsie latérale homonyme, une aphasie, une apraxie constructive et gestuelle. Si c'est l'artère sylvienne droite, on aura une négligence gauche, une anosognosie, une hémiasomatognosie, une apraxie constructive et une apraxie de l'habillage. Si c'est l'artère sylvienne superficielle, on aura d'autres signes, type hémiplégie prédominant à la face et au bras, et même à déficit que ceux qu'on a déjà cités, mais à des degrés divers. Si c'est l'artère sylvienne profonde, ce sera une hémiplégie globale. Si c'est l'artère cérébrale antérieure, on aura plutôt une hémiplégie qui va prédominer aux membres inférieurs. Si en revanche on a un infarctus du tronc cérébral, eh bien on va avoir une sémiologie bilatérale avec une caractéristique principale qui est le syndrome alterne. Alors c'est quoi un syndrome alterne? C'est une atteinte du tronc cérébral qui va associer des signes neurologiques de côté opposé. C'est-à-dire qu'on va avoir une atteinte d'un ou plusieurs nerfs crâniens du côté de la lésion et une atteinte d'une voie longue, que ce soit une voie pyramidale, sensitive ou cérébelleuse, de l'autre côté de la lésion. Alors, il y a de nombreux types de syndromes alternes selon les structures touchées. Donc, par exemple, si on a la lésion touche le territoire vertébro-basilaire et celui de l'artère cérébrale postérieure, eh bien, du côté de la lésion, on aura une paralysie d'un nerf crânien et du côté opposé à cette lésion, on aura une hémiparésie ou une hémi-hypoesthésie. Alors, question 3, demandez aussi d'expliquer le mécanisme en précisant les manifestations cliniques d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, la sémiologie peut regrouper toutes sortes de signes. On peut avoir donc des troubles moteurs, de type hémiplégie, paralysie brachio-faciale, etc. Des troubles du tonus, comme une spasticité. Des troubles sensitifs, que ce soit une hypoesthésie, des paresthésies, etc. Ça peut être des troubles mnésiques, alors des faits récents, le plus souvent. Des troubles de la vision, comme une hémianopsie latérale homonyme. Des troubles de la perception, que ce soit une asomatognosie ou une héminégligence. Des troubles praxiques, comme une apraxie idéomotrice ou une apraxie de l'habillage. Ça peut être des troubles du langage, qu'il s'agisse de dysarthrie ou d'aphasie, qu'elle soit de Broca ou de Wernicke, mais aussi de modification de la thymie, de troubles anxieux, de fatigabilité, de défaut d'attention ou de troubles de déglutition. Quoi qu'il en soit, les déficits, quels qu'ils soient, peuvent être maximaux en quelques minutes. C'est ce qui est évocateur d'un accident vasculaire, cérébral embolique. Et moins souvent, les déficits s'installent lentement, généralement sur 24-48 heures. Ça, c'est beaucoup plus rare. On appelle ça alors un accident vasculaire cérébral progressif ou un accident vasculaire cérébral évolutif. C'est pas ce qui est le plus fréquent. Il s'agit habituellement d'un accident vasculaire cérébral athérothrombotique dans ces cas-là. Dans la plupart des accidents vasculaires cérébraux progressifs, il s'agit d'un déficit neurologique donc, qui est unilatéral, donc souvent avec un début au membre supérieur, puis qui diffuse de manière homolatérale, donc sans céphalée, sans douleur ou fièvre. La progression est généralement en marche d'escalier, entrecoupée de périodes de stabilité. Donc, il faut quand même être vigilant quand on voit ce genre de choses. Et un accident vasculaire cérébral est considéré comme partiel, c'est un terme qu'on entend quelquefois, quand une fois terminé, il persiste une fonction résiduelle dans la zone touchée, ce qui suggère la persistance de tissus viables, mais à risque de lésions secondaires. Les accidents vasculaires cérébraux emboliques, c'est ceux qui surviennent vraiment de manière très brutale. Ils surviennent donc souvent pendant la journée et peuvent être précédés de céphalées, des céphalées qui peuvent donc précéder des déficits neurologiques. Et en revanche, les accidents vasculaires cérébraux thrombotiques ont tendance, à survenir au cours de la nuit et ils sont donc constatés au réveil. Il peut y avoir une convulsion qui peut survenir au début d'un accident vasculaire cérébral, plus souvent en cas d'accident vasculaire cérébral embolique que thrombotique.
Et ces convulsions peuvent également survenir des mois à des années plus tard. Et les convulsions tardives résultent généralement de cicatrices ou de dépôts d'hémosidérine au niveau du site de l'ischémie. Lorsqu'il y a une détérioration qui survient dans les 48 à 72 heures après le début des symptômes, en particulier s'il s'y associe une altération progressive de la conscience, c'est le plus souvent le fait d'un œdème cérébral que de l'extension de l'infarctus, sauf lorsque l'infarctus est massif ou extensif. Et il existe généralement une récupération fonctionnelle dans les premiers jours, et l'amélioration se fait ensuite progressivement et peut se poursuivre jusqu'à 1 an après l'accident vasculaire cérébral. Question 4. Il s'agit de définir un AVC ischémique et de repérer les manifestations cliniques signant une urgence médicale. Alors déjà, comment définir l'AVC? Primo, c'est un déficit neurologique soudain, d'origine vasculaire présumée, qui résulte donc d'une ischémie cérébrale focale, on l'a vu tout à l'heure, associée donc à un infarctus cérébral définitif, par exemple visible en IRM sur les séquences de diffusion. Et les causes fréquentes sont, du plus fréquent au moins fréquent, l'occlusion thrombotique des grandes artères, l'embolie cérébrale, c'est-à-dire on parle d'infarctus embolique, l'occlusion non thrombotique des petites artères profondes cérébrales, là on parle d'infarctus lacunaire, et la sténose artérielle proximale avec une hypotension qui diminue le débit sanguin cérébral dans les zones de vascularisation terminale. Là on parle plutôt d'accident vasculaire cérébral hémodynamique. Donc le diagnostic est toujours clinique, mais un scanner ou une IRM sont effectués pour exclure une hémorragie et confirmer la présence et l'étendue de l'accident ischémique. Donc, comme je le disais, c'est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire présumée qui va entraîner donc une atteinte du parenchyme cérébral sur le territoire de l'artère qui a été occluse, l'expression clinique transitoire ou permanente et la lésion vasculaire, donc une lésion artérielle généralement. Donc, d'après l'OMS, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, est le développement rapide de signes cliniques localisés ou globaux de dysfonction cérébrale avec des symptômes durant plus de 24 heures, pouvant conduire à la mort sans autre cause apparente qu'une origine vasculaire. Donc, comme je l'expliquais, l'accident vasculaire cérébral ischémique est un déficit neurologique soudain, c'est important, qui résulte d'une ischémie cérébrale focale associée à un infarctus cérébral définitif. Donc c'est un épisode neurologique localisé qui survient soudainement et qui provoque des troubles neurologiques qui ne régressent pas ou peu, ou qui s'aggravent au contraire. Et les AVCI, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, représentent 80% des AVC. Donc, dans le cas d'un accident vasculaire cérébral ischémique, le traitement thrombolytique peut être utile chez certains patients et selon la cause de l'accident vasculaire cérébral, pourront être pratiqués une endartériectomie ou un stenting carotidien, la mise en place d'antiagrégants plaquettaires ou d'anticoagulants qui peuvent réduire les risques de nouvel accident vasculaire cérébral, car il y a toujours un risque de récidive. Ce qui est important, c'est de savoir que la nécrose cérébrale se constitue progressivement et il y a un risque de phénomène métabolique secondaire. Donc il y a 2 phases à considérer dans le cas d'un AVC ischémique. C'est la phase d'œdème cytotoxique et la phase d'extension des thromboses. En effet, l'AVC s'accompagne d'une réaction hypertensive de défense dont le but est d'augmenter le débit sanguin cérébral dans la zone ischémique. Le cerveau a bien perçu qu'il n'était plus aussi bien alimenté, donc il essaie effectivement d'augmenter les apports. La perte momentanée de l'autorégulation du débit sanguin cérébral expose à une baisse de débit sanguin cérébral en cas de baisse de pression artérielle. Alors, les patients victimes d'AVC ischémique sont des malades fragiles. Pourquoi? Parce que bien souvent, il y a des pathologies associées et que, en lien avec l'AVC, on a l'hypertension réactionnelle, mais on a aussi des troubles de la vigilance, un décubitus prolongé et souvent une déshydratation. Question 5. Énoncer les buts et les surveillances des traitements, anticoagulants, fibrinolyse, kinémotrice et orthophonie et repos au lit.
Alors, on va commencer par les anticoagulants. Alors, généralement, il s'agit d'héparine à dose préventive par rapport au risque thromboembolique en lien avec la pathologie causale. Par exemple, s'il s'agit d'un infarctus du myocarde ou d'une cardiopathie emboligène, ou qui souvent en plus sont associés à un décubitus prolongé, ce qui augmente encore le risque thromboembolique. Ils servent aussi, bien entendu, à prévenir les phlébites. Donc, bien souvent, ce sont des patients aussi qu'on mettra des bandes de contention sur prescription médicale, pour lesquels on va entreprendre une mobilisation précoce, et bien sûr, on va surveiller les membres inférieurs, et surtout le membre paralysé, et dès qu'on pourra, on lèvera ce patient. En ce qui concerne la fibrinolyse, il s'agit d'une thrombolyse intraveineuse avec de l'actylyse pour limiter l'extension de l'ischémie vers la zone de pénombre. Ça doit être fait dans un délai de 3 heures maximum, sinon après c'est complètement inutile. Il faut savoir que l'actylyse, c'est un médicament qui coûte très très cher et il doit être utilisé à bon escient, de toute façon. En ce qui concerne la kinémotrice, et là on va parler de collaboration de l'infirmier avec le kiné et l'ergo. Donc la kiné va être importante sur les douleurs liées à des problèmes neuromusculo-squelettiques, mais aussi en lien avec la spasticité. Elle va permettre donc de lutter contre la spasticité. Ça va aussi prévenir l'œdème du membre supérieur. On va surélever le bras, par exemple, et prévenir l'ankylose et les attitudes vicieuses. Il s'agit aussi de prévenir la luxation de l'épaule. Il faut surtout toujours bien dégager l'épaule et être prudent lors des mobilisations. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les techniques de manutention. On ne mobilise pas un patient qui a été victime d'un AVC n'importe comment, comme tout autre patient d'ailleurs. En ce qui concerne l'orthophonie, en lien donc avec une altération de la communication verbale, cette altération de communication verbale, elle est liée à l'altération du système nerveux central, mais aussi des muscles phonatoires, des cordes vocales, et ça va se manifester par une dysarthrie ou une aphasie de Broca ou une aphasie de Wernicke. Donc il y aura besoin effectivement d'orthophonie. Et bien entendu, le repos au lit avec le redressement de la tête à 30 degrés, c'est important. Et il faut être très très vigilant, c'est le moment de le dire, par rapport aux troubles de vigilance du patient, mais aussi au risque de chute. Le patient peut aussi s'agiter quelquefois. Alors maintenant que nous avons parlé des buts des différents traitements, on va parler des surveillances. Alors, je vais reprendre certains des traitements, comme les anticos. Donc, on a vu que l'héparine, c'est à dose préventive, le plus souvent des HBPM. Donc, qui dit HBPM dit surveillance des plaquettes par rapport au risque de thrombopénie, mais aussi surveillance de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va surveiller une éventuelle apparition de signes de thrombose veineuse profonde ou de signes de troubles ischémiques qui signeraient l'apparition de nouveaux déficits ou une aggravation d'un déficit déjà présent. En ce qui concerne la fibrinolyse par actylyse, la surveillance va essentiellement porter sur la surveillance de signes de segment au point de ponction ou d'hémorragie type épistaxis, hématurie ou, plus important, l'hémorragie cérébro-méningée. Donc il va y avoir une surveillance ECG pendant le traitement. C'est un traitement qu'on administre sous scope, puisqu'il y a un risque d'arythmie de reperfusion. Et en ce qui concerne le repos au lit, il faut surveiller donc tous les risques liés au décubitus, qu'il s'agisse de risques thromboemboliques, d'attitudes vicieuses, d'ankylose, de risque d'atteinte à l'intégrité de la peau, de constipation, et bien entendu l'incapacité à effectuer ses autosoins. Donc dans la question 6, il fallait reconstituer le processus de soins auprès de la personne soignée en dépistant, prévenant et traitant les complications type troubles de vigilance, troubles de déglutition, complications de décubitus. Alors on va commencer avec les troubles de vigilance. On va déjà l'évaluer. On va évaluer cette vigilance. Est-ce qu'elle est normale avec un éveil spontané? Est-ce qu'il y a une somnolence ou une obnubilation? Est-ce qu'il y a une réaction à l'ordre verbal? Est-ce qu'il y a une stupeur ou une réaction à la douleur? Est-ce qu'il y a un coma? Aucune réaction? Donc toutes ces questions qu'on se pose sont contenues donc, dans l'échelle de Glasgow, qui reprend tout ce qui est ouverture des yeux, réponse verbale, réponse motrice. Donc s'il y a une stupeur ou coma, on réalise cette échelle de Glasgow et on va s'intéresser particulièrement aux pupilles, car s'il y a une mydriase, ça veut dire danger. Donc vigilance, c'est le moment de le dire, sur les pupilles.
Donc, face à un patient qui a des troubles de vigilance, ce sont des principes de base de réanimation qui vont s'appliquer, comme la liberté des voies aériennes supérieures, la surveillance de la saturation d'oxygène, l'installation du buste à 30 degrés ou en PLS s'il y a des vomissements. Et si on a un patient vigilant, au contraire, on va le mettre en repos strict en décubitus. Et puis, ça va être des barrières de lit, sur prescription médicale, par rapport au risque de chute. En ce qui concerne les troubles de déglutition, l'objectif, ça va être de prévenir tout risque de fausse route et de risque d'inhalation bronchique, responsable de pneumopathie de déglutition, et donc il y a un risque vital. Donc, ça va être la position demi-assise, une surveillance IDE rapprochée, une présence importante, matériel d'aspiration fonctionnel à proximité, évaluer le risque, est-ce que c'est des troubles de déglutition ou liquide ou au solide, les deux. Ça veut dire donc donner de l'eau gélifiée s'il y a un risque de fausse route au liquide, une texture pâteuse si c'est au solide. Il faut bien entendu informer l'équipe, mais aussi la famille, pour qu'elle n'apporte pas d'aliments ou de boissons aux patients. Ça veut dire aussi surveiller le poids et l'IMC. Mais bien entendu, même s'il y a fausse route, il faut quand même des apports hydriques suffisants, donc en eau gélifiée ou par voie perfusion. Bien entendu, si c'est la perfusion et qu'il n'y a pas d'apport péros, pensez aux soins de bouche, c'est important. Et s'il y a un risque avéré, un vraiment réel danger, ça peut aller jusqu'à la sonde nasogastrique ou la gastrostomie. Donc, quoi qu'il en soit, quand il y a un traitement médicamenteux à administrer, que ce soit par une SNG ou par une sonde de gastrostomie, ça veut dire adapter le traitement avec une forme galénique qui soit adaptée pour passer dans une sonde nasogastrique ou de gastrostomie. Donc, attention, on ne peut pas écraser n'importe quel comprimé. Et ça veut dire aussi, bien entendu, des soins de sonde. En ce qui concerne les complications de décubitus, et bien entendu, il faut penser au risque de complications thromboemboliques qui sont favorisées par l'altération de la mobilité physique, mais aussi généralement par les pathologies du patient. Si il a une pathologie artérielle, il est plus exposé. Il faut prévenir les phlébites, donc bande de contention sur prescription médicale, le traitement antico sur prescription médicale, la mobilisation précoce et la surveillance des membres inférieurs, et surtout le membre paralysé, et donc le lever aussi précoce, dès que c'est possible, sur prescription médicale. Il y a aussi donc un risque d'infection pulmonaire, souvent en lien avec des troubles de déglutition, et l'alitement prolongé, qui ne favorise pas une respiration vraiment efficace. En lien donc avec les complications de décubitus, on a aussi le risque d'atteinte à l'intégrité de la peau, qui est favorisé par la perte de mobilité, la perte de sensibilité, ça peut être aussi l'incontinence, l'âge, etc. Donc il faut prévenir et dépister toute lésion cutanée en évaluant les risques avec une échelle adaptée, type échelle de Braden, avec des soins de la peau et des points d'appui, sur une surveillance aussi, une alimentation et une hydratation correcte, un matelas, des coussins anti-escarres, utiliser le lève-malade pour changer de position si c'est un patient très très lourd. Et bien entendu, s'il y a une sonde nasogastrique, il faut penser aussi à surveiller les narines. Et s'il y a une sonde à oxygène en plus, ça peut être aussi les lunettes, donc derrière les oreilles. Ensuite, il y a le risque de constipation, qui est favorisé par les troubles de motricité, de sensibilité et par l'immobilité. Donc, il faut essayer de conserver un transit régulier chez ces personnes. Donc, quand il est possible de les lever, dès que c'est possible, l'installation sur les toilettes, mais quoi qu'il en soit aussi par une alimentation riche en fibres et par des apports hydriques suffisants. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo consacrée à l'UE2 8 et un autre questionnaire. À bientôt!